Challenge me. Attachez vos ceintures, on attaque direct la suite de vos commentaires enflammés. Ça va maraver, bon sang. Et on démarre avec Bobby Doc qui nous disait « Je pense que Randy Orton a trahi Pat McAfee pour une raison assez simple. Il a dû le dire dans une promo, il a dit que Pat lui avait dit ce qu'il avait besoin d'entendre pour redevenir vraiment heel. Pour le geste, je pense qu'il n'a pas dû apprécier que Pat vole le spotlight et lui dise ce qu'il devait faire. Quand on regarde les interventions avant et pendant le match, ça peut faire sens. Alors, sur ça, Bobby Doc, je vais te dire, si c'était pour avoir juste McAfee pendant 3 semaines, bah là, à nous faire suer, soi-disant sauver le business, alors autant, il disait des choses qui pouvaient s'écouter, qui faisaient sens, c'est sûr. Mais si c'était uniquement pour le faire déjà se faire maraver par Orton dès WrestleMania, je me dis, c'était vraiment uniquement pour vendre des tickets, et dès que le show était passé, boum, on se débarrasse de lui, hein. D'ailleurs, j'avais vu que McAfee avait fait un selfie vidéo, là, où il expliquait que, en gros, lui, la WWE, ça y est, il avait joué son rôle, c'était terminé. Donc je me dis, le type, on l'a parachuté, en quelque sorte, dans une rivalité, pour 3 semaines, à tout casser, juste le temps de faire suer tout le monde, et disparaître dans la foulée. Je me dis, c'est vraiment lunaire, hein, d'avoir intégré, d'avoir frustré tout le monde en mettant McAfee au milieu, alors que le gars, je me dis, si c'est uniquement pour faire ça, à quoi bon? Surtout que je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment eu le moindre impact? Enfin, est-ce que ça a eu la moindre effet sur la vente de tickets et tout? J'ai pas l'impression, hein. En tout cas, mes amis, au moins, le point positif Bobby Doc de ça, c'est que si McAfee n'est plus dans les parages et que Orton Cody continue, c'est ce qu'on va voir ces prochaines semaines, au moins, ça pourrait se recentrer sur l'histoire la plus intéressante. Et si la feud entre Cody et Orton commençait vraiment maintenant? À suivre. En tout cas, un commentaire que je pouvais pas laisser passer. Ah non, avec tout le respect, mon cher Mathieu, je devais réagir à ce que t'as dit, parce que, je te le dis direct, je suis pas d'accord, mais tout en respectant ton avis, je vais te démontrer pourquoi, enfin tenter en tout cas, de te dire pourquoi je suis pas d'accord. Alors, écoutons. Mon avis, c'est que le monde d'aujourd'hui veut en avoir, je pense que tu voulais dire, veut en avoir toujours plus. Ils ne savent plus se contenter de ce qu'ils voient. Au contraire, j'ai trouvé ça très bon. Oula, en sachant que tu parles du week-end de WrestleMania, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient de la nostalgie et la fameuse phrase « c'était mieux avant ». Vraiment ? C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Est-ce que j'ai raison? Peut-être pas, pourtant, à comparer aux autres années, j'ai bien aimé. Sûr qu'on n'a plus la nostalgie dans le temps, mais c'était bon. Bon. Mathieu, avec tout le respect, comment peux-tu, surtout que tu dis que t'as connu les années précédentes, et surtout, enfin après je sais pas si bon, peut-être que oui, hein, si t'as aussi connu tout ce qui est Ruthless Aggression era, Attitude era et tout ça, l'âge d'or de la WWE. Je me dis, si tu connais et que t'as aimé ces années-là, et que tu regardes WrestleMania 42, et que tu dis que c'est tout aussi bien, que t'as quand même autant aimé, alors là, on va avoir du mal à se comprendre, mon cher Mathieu. Mais bon, après, si c'est tes goûts, pas de problème, hein, t'as le droit d'avoir tes goûts. Mais il y a un truc quand même, deux éléments dans ton avis que je veux vraiment disséquer. Tu dis que les gens d'aujourd'hui veulent toujours plus et ne savent pas se contenter de ce qu'ils voient. Non, il y a une différence. Ça, cette vision-là, pourquoi je l'apprécie pas? Parce qu'elle justifie le manque d'effort de ceux qui produisent le contenu, qui produisent le divertissement. En gros, on leur dit, oui, faut savoir se contenter. Ça me rappelle Triple H qui, dans son interview, disait « Arrêtez de donner des critiques et nanani et nanana. Soyez des fans, aimez, n'ayez plus d'avis. » En gros, sous-texte, n'ayez plus d'exigence dans votre divertissement, bouffez ce qu'on vous donne, soyez heureux et fermez-la. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Le monde, la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Si ce que tu donnes est nul, tu dois en assumer la responsabilité. Point barre, c'est tout, et trouve pas d'excuses, comme l'autre abruti avec son triple pif, pardon. C'est vrai, c'est la réalité. Là, nous dire, ah oui, il faut savoir se contenter, non, quand c'est nul, point barre. On se contentera pas de la médiocrité. Et le problème, c'est que si tu finis par te contenter de tout ce qu'on te donne, en te disant, oui, je veux m'en contenter, ça va inciter la compagnie en question de continuer dans cette direction, et en attendant, la qualité chute, comme c'est le cas depuis des années d'ailleurs, et au final, tu te retrouves avec
des divertissements qui ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont été jadis. C'est pour ça qu'il faut jamais accepter la médiocrité ni s'en contenter face à un divertissement en tout cas. Et non, se contenter d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. À partir du moment où tu te contentes de quelque chose, déjà c'est le passeport pour la stagnation et pour à long terme la régression. Non, il faut toujours vouloir mieux, vouloir plus. Et surtout là en tant que spectateur, je dis qu'il faut être exigeant. Pardon, mais c'est comme si t'es dans un restaurant et qu'on te donne, je sais pas moi, imagine on te donne un plat qui est avarié. Et tu dis, oh, je m'en contente. Voilà. Non. Alors, après, c'est sûr que peut-être que tu trouves que c'était quand même bien et que tu trouves qu'on est sévère et je peux écouter ton ressenti, Mathieu. Mais, malgré tout, là, en gros, si je devais comparer, WrestleMania 42, ça a été un plat dans un resto qui était dégueulasse, qui est l'ombre des plats qu'on nous a donnés jadis, et hors de question de trouver ça bien et de se dire, oh, je m'en contente, c'est déjà cool. Non, on s'en contente pas. Justement, si t'as connu le passé et que tu sais ce que ce plat, ce restaurant est capable de faire sur le papier, tu te dis non, arrêtez vos conneries, revenez à la qualité que vous avez déjà eue et arrêtez de faire n'importe quoi. Voilà. Après, là, alors ça, encore un truc que dans l'époque actuelle, je rejette personnellement, quand on nous dit à partir du moment où tu dis que c'était mieux avant, que t'es dans la nostalgie, en gros, t'es un vieux ringard, en gros. C'est un peu ça, un discours qu'on entend pas mal. Mais encore une fois, ce genre de discours, c'est souvent, tu te rends compte, avec le recul, que c'est des acteurs du présent qui ridiculisent un peu les critiques qu'on peut faire sur le présent, en nous faisant passer pour des ringards, en disant « Oui, vous êtes bloqués dans le passé, la nostalgie, c'était mieux avant. » Non, en gros, on a l'impression que se cacher derrière la phrase « Oui, en gros, t'es un vieux débile parce que tu dis que c'est mieux avant », c'est la meilleure façon de se dédouaner et de ne pas affronter la critique du présent. Alors que pourtant, elle est justifiée. Hein. Là, pardon, mais n'importe quelle personne qui a les trous en face des yeux voit directement que oui, pardon, mais les shows étaient 1000 fois mieux avant. Et je pense que n'importe quelle personne lucide et honnête s'en rend compte et le dit. Ça, c'est important. Et je me dis, c'est certainement pas être ringard que d'être lucide sur la déchéance de quelque chose. Et pardon, souvent d'ailleurs, les acteurs qui sont responsables de la déchéance, c'est souvent eux-mêmes qui vont te dire « Ouais, mais c'était mieux avant, vous êtes ridicule, nanana. » Ben non, arrête de dire qu'on est ridicule, remets-toi toi-même en question et fais en sorte qu'on ne puisse pas penser que c'était mieux avant. Fais un truc qui est génial maintenant et t'entendras plus du tout ce discours. Point barre. Bref, il fallait clarifier les choses avec mon cher Mathieu, que je respecte quand même, hein, n'aie pas peur mon cher Mathieu, hein, t'es le bienvenu. Je suis avec vous, mais ce que je veux dire par là c'est, bah non, on ne peut pas tolérer la médiocrité ambiante sous prétexte que on est soi-disant des vieux ringards, non. Enfin bref, justement, dans ce genre de situation, il y en a qui sont plus cyniques, il y en a qui sont plus réalistes, il y en a qui sont plus pragmatiques, et notre cher KDX, poète à ses heures perdues, nous disait, et c'était fabuleux, mon moi cynique, et encore, ça aurait pu être tellement pire. Et non, je vais pas finir cette phrase, je voudrais pas ouvrir la boîte de Pandore. Après tu disais, mon moi réaliste, tout ça en parlant de WrestleMania bien sûr, hein. La prochaine fois que tu vas être optimiste pour quoi que ce soit qui concerne la WWE, rappelle-toi de te coller une grande paire de claques dans le pif. Merci. Oui, alors là je peux comprendre, hein. Je suis totalement concerné par ce moi réaliste de KDX. Ensuite, tu disais, mon moi soulagé, au moins, j'ai pas veillé pour regarder ça en direct, pensée émue à vous. Ah oui, non, c'est sûr, faut, au moins ça, mon cher KDX. Et après, mon moi pragmatique, au moins à l'époque où ça se passait en une nuit, si c'était une grande pilule de... ça passait en un coup. Tu grimaçais, mais tout était derrière toi. Ma conclusion est donc la suivante, remettons-le en un bloc, c'est mathématiquement plus long et douloureux sur le coup, mais quand on y pense, c'est moins cruel. Ah oui, si c'est pour nous pondre 2 soirs ou le prendre les fesses violemment, autant le faire une seule fois. Je suis d'accord. Après, l'idéal, c'est deux nuits géniales, hein. Ça, ce serait fabuleux. Mais bon, comme dirait ton moi réaliste, ne soyons pas optimistes et mettons-nous une paire de claques, mon cher KDX. En tout cas, merci pour ce moment de poésie. Ensuite, alors, Kung Fu Penguin, le pingouin du Kung Fu, qui disait
Stephanie Wacker qui n'a pas gardé son titre. Je trouve que c'est un très mauvais choix. Et le match n'a pas duré longtemps. Très déçu. Ah oui. Et grâce à qui? Bah grâce au pub de TKO, hein. Soyons lucides. Le main event, comment dire, aucune saveur. Un Orton qui fait pas peur et qui n'est pas menaçant, tout en mettant de côté Pat McAfee. Et oui, dans tout ça, McAfee n'avait pas sa place au milieu de cette histoire, hein. On le sait. Par contre, tu dis que t'as bien apprécié la perf de Speed et le retour de Page. Les seuls aspects très positifs du show, sinon le reste était mauvais. Bah j'ai envie de te dire, mon cher Kung Fu Penguin, que si c'est les deux seules choses que tu te mets sous la dent de positive après une soirée de WrestleMania, c'est que ça va vraiment pas fort. Avec, tu te dis, oui, en gros, Speed... Alors oui, non, c'est vrai que on peut que respecter sa performance, hein, à Speed. Et le retour de Page, ok, mais tout ça c'est très faiblard, c'est très maigrichon. Et justement, puisqu'on a parlé de TKO et de toute cette façon de faire vicieuse, avide d'argent, diabolique dans le fond, c'est le moment de parler de notre commentaire, alors, notre cher Kid Jalil X, qui disait « Salut Johnny, salut mon cher Kid, je pose ça là, mais la WWE reste une entreprise qui glorifie le diable. Regarde l'arrière-train de Drew, les yeux de Seth, et oui, ça m'avait excédé. Crois-moi, ne sont pas anodins. J'aime Rollins, mais il doit sûrement être possédé les 3/4 du temps. Donc te plaindre en disant que ça te dérange, c'est que tu te voiles la face. Ah non, mais attention, tu crois pas si bien dire, mon cher Kid Jalil X. D'ailleurs, je vais te donner rendez-vous sous quelques jours, et d'ailleurs, à l'instant T où je te parle, c'est mercredi prochain. Je te donne rendez-vous, pourquoi? Pour un documentaire qui te prouvera que, non, crois-moi, je me vois pas la face sur le côté diabolique de TKO, puisqu'on va parler de la vraie raison derrière le succès de Dwayne Johnson, alias The Rock, et notamment de qui est vraiment le personnage Harry Emmanuel. On va s'y intéresser, et même pour les fans de catch, ça va vous intéresser, je pense, parce que, est-ce que vous aimeriez pas mieux connaître ce personnage qui est central à TKO? Et croyez-moi, vous le verrez plus jamais pareil. Donc crois-moi, Kid, crois-moi sur ça, malheureusement, j'aimerais en savoir moins. Bref, en tout cas, oui, non, tout ça est une triste réalité, malheureusement. En tout cas, mon cher Majid Belhadj était là pour nous reparler. Surtout, je sais que Majid, toi, t'adores Bron Breakker, et je te comprends, pour nous reparler de lui. Tu disais que t'étais profondément déçu par la qualité de WrestleMania, l'impression de ne pas assister à un spectacle digne de ce nom, une première nuit longue et pénible. Ah oui, non, horrible. Mais tu disais que le seul moment fort de la soirée a été le retour de ton catcheur préféré, Breakker. Son spear a été exceptionnellement puissant et intense. Ah bah moi, tu me demandes ce que j'en ai pensé. Ah oui, non, c'était génial, c'était génial. J'adore le super spear de Breakker. L'énergie et la rage qu'il a transmise à travers ce spear et sa course impressionnante ont été saisissantes. J'ai rarement vu une telle intensité dans un spear. Ah oui, non, je suis d'accord, Majid. Breakker est extraordinaire sur ça. En fait, mon seul regret par rapport à Breakker, comme je le disais l'autre jour, je me dis, s'il était capable de faire ça, pourquoi nous avoir bassiné avec un Rollins-Gunther, alors qu'un Rollins-Breakker aurait été possible, d'une certaine manière? Je me dis, à partir du moment où t'es capable de sprinter toute la rampe, 2 fois en plus, et faire un spear, qui est quand même pas non plus la prise la plus safe au monde, hein. Je veux dire, il court vite, il se jette, il peut mal retomber, il peut avoir aussi un gros impact avec l'autre catcheur, donc c'est pas non plus hyper sécurisé, quoi. Je me dis, si Breakker était apte pour tout ça, alors, pour moi, il aurait dû avoir le match contre Rollins, nom d'un chien. Ça aurait été bien mieux. Dommage, occasion manquée, surtout que ça aurait été son premier match 1 contre 1 à WrestleMania à Breakker. Ça restera un regret. Mais bon, si c'est pour faire une nouvelle année en force et être peut-être le main event de WrestleMania en 2027, ce sera oublié. Et ce sera pas plus mal. Mais bon, si je fais le bilan et que je me dis, Breakker, au lendemain de WrestleMania 41, c'était censé être la nouvelle grande star, et que je me dis, il a pas eu ce moment, au 42 finalement, en tout cas pas assez, à mon goût. Je me dis, ça restera quand même dommage. Mais bon, après, je te rassure, Majid, ce que j'en pense, c'est que Breakker, avec Oba Femi, pour moi, c'est les deux plus gros potentiels actuels à la WWE, sans l'ombre d'un doute, vraiment, aucun doute possible. Et je me dis, Breakker, à la limite, je pourrais avoir envie de le voir peut-être améliorer un peu des éléments de son look. Par exemple, pour tout te dire, mon cher Majid, quand je l'utilise, quand je joue, tu sais, le jeu Touquet, je lui mets aussi
certains éléments, notamment des sortes de gants de MMA et certaines couleurs aussi, certaines combinaisons qui le rendent, en tout cas, dans la réalité de ce jeu, encore plus, charismatique et crédible et intense. Mais ce qui est certain, c'est que, tel quel, comme il est déjà maintenant, potentiel énorme et avenir de la compagnie sans l'ombre d'un doute. Mais je pense qu'il pourrait être encore meilleur. Et attention à ce que la WWE se serve bien de lui ces prochains mois. C'est ça ma plus grande inquiétude avec lui, hein. Tout comme avec Obafemi d'ailleurs. Car Majid, je comprends ton fanatisme. Et on enchaîne avec notre ami Idriss Mbapanza qui disait que au moment d'écrire ce commentaire, on était dimanche, donc nuit 2, et t'étais devant cette purge, et tu disais, car j'avais de l'attente pour le match de Stephanie contre Liv Morgan, et je voyais la victoire de Steph et la fin du Judgment Day, et là on leur donne 6 minutes et une fin de combat bâclée, aucune des deux en s'en grandit. Ah oui, parce que même Liv, tu dis que sa première victoire à Mania c'est grâce à une intervention, et Stephanie Vaquer, c'est vrai que elle, comme tu dis, avenir sombre, s'ils font rien d'elle, et s'ils la relancent pas très vite, ça va être très compliqué, hein. Et toi tu disais qu'elle aurait plutôt dû aller à l'AEW, qui correspond plus à son style de catch, et en gros la façon dont ça s'est terminé entre Liv Morgan et Stephanie Vaquer, ça t'a dégoûté, Idriss. Et je comprends, tu dis que tu vas aller regarder ailleurs, notamment la New Japan, après cet horrible WrestleMania, tu dis que c'est le pire WrestleMania de ta vie. Oh tu sais, en fait, je pense comme toi, hein, et encore maintenant, pour tout te dire, j'ai du mal à croire que WrestleMania est passé et que c'était ça, WrestleMania. C'est la première fois d'ailleurs en toutes ces années que je vois, alors je pense dites-moi en commentaire si ça vous a fait pareil, que je vois WrestleMania et que c'est tellement random, nul, médiocre, inintéressant, raté, décevant et tellement emballé dans des pubs et tout, t'as même pas l'impression qu'il a eu lieu et que t'as eu vraiment WrestleMania. Alors là je me dis, qu'on soit à l'instant T dans l'après WrestleMania et que ça y est, ça a eu lieu, j'en reste encore sur les fesses. Vraiment, hein. Et oui, évidemment, Vaquer et Morgan, c'est un scandale. Et tu peux remercier les pubs et l'avidité de TKO pour ça, mon cher Idriss. En tout cas, c'était l'heure de remettre les points sur les i avec notre cher Matt Sassa. Alors évidemment, mon cher Matt, je dis ça avec bienveillance. Et déjà, je te remercie pour ton commentaire. Mais tu disais une chose que je peux pas accepter. Voilà, ça me rend dingue. Mais bon, après, attention, t'as le droit d'avoir tes goûts, bien sûr, hein. Tu disais que t'étais d'accord avec tout ce que je critiquais sur WrestleMania récemment, sauf les clips, pour remontrer l'histoire. Tu dis, je préfère pas en avoir perso, parce qu'avant, c'était que ça. Alors effectivement, les remplacer par des pubs, c'est pas mieux. Mon cher Matt, quand même. Si t'enlèves les clips de partout, mais qu'est-ce qui reste? Tu veux que des matchs? Tu veux que un enchaînement de matchs exactement comme un show peut-être UFC? Des matchs qui s'enchaînent et pas d'histoire et pas d'humain, pas de storytelling entre? C'est ça que tu veux, Matt? Non, quand même, je peux pas croire ça. Je peux pas croire ça parce que ça voudrait dire que tout l'aspect le plus humain et le plus intéressant et le plus storytelling et le plus divertissant du catch, tu le négliges. Et ça, non, c'est pas possible, quand même, mon cher Matt. Enfin bref, en tout cas, non, tu te doutes bien que je suis pas d'accord, et pour moi, la preuve avec ce WrestleMania, je peux te garantir que si avant, la plupart des matchs, au moins, on avait eu des clips qui nous remontraient l'histoire, qui nous remettaient dedans, qui nous re-immergeaient dans la situation entre les deux catcheurs ou catcheuses en question, déjà, on aurait été, en tant que spectateur, au moment du match, bien plus dedans. Parce que, je sais pas si c'était le cas pour toi, mon cher Matt, mais pardon, mais tu me donnes un match à froid, directement, sans rien rappeler de la rivalité avant, et de l'histoire et de ce qu'il y a eu. Je suis censé être un bon toutou, et connaître tout de A à Z, avoir tout vu de A à Z, et le vivre à fond, tout de suite maintenant? Évidemment que non. Ça c'est à part si tu ne jures que par le in-ring, tu ne peux pas aimer ce fonctionnement-là. Je veux dire, quelqu'un qui est ok avec le fait qu'on enchaîne match après match sans rien rappeler de l'histoire, en a rien à carrer alors de tout l'aspect storytelling entre les deux hommes ou les deux femmes. Et je me dis, alors,
c'est que tu passes à côté de l'aspect qui est pour moi la base du catch. Si c'est que des matchs, pour moi le catch n'a aucun intérêt, point barre. Si c'est uniquement les matchs pour les matchs, sans l'histoire, sans l'âme, sans la substance, sans le fond, je dis bah autant regarder d'autres sports. Hein. Bref, je me dis, tout ça est quand même malheureux. Mais bon, j'espère en tout cas que Matt, tu comprends ça. Et non, effectivement, si c'était pour mettre des pubs, alors non, c'était pas mieux. Mais tu veux mettre quoi alors? Tu veux que les matchs s'enchaînent sans pub et sans histoire, sans rien? Genre match 1, tac, match 2, et vous êtes censé être à chaque fois déjà dans l'histoire, en ayant tout fraîchement dans votre esprit et dans votre cœur. En gros, c'est une façon de faire qui n'incite pas à l'immersion émotionnelle. Et je me dis, alors, si tu supprimes l'immersion émotionnelle, tu déshumanises le catch et tu gardes uniquement le in-ring. Et tu tues le catch en faisant ça pour moi. D'ailleurs, n'est-ce pas ça, le rêve mouillé, le fantasme mouillé des parasites à la Dave Meltzer? Je veux dire, d'avoir uniquement du in-ring, et que tout l'aspect émotionnel et humain et divertissant, de le supprimer? N'est-ce pas ça leur fantasme à eux? Je me dis, mais tu tues le catch en faisant ça. Bref, on enchaîne avec mon cher Crusher Cream, que je remercie pour sa loyauté et sa présence et son commentaire, qui disait que Paige et Brie, qui gagnent l'étude par équipe, que c'est un remake de 2025, où on voit une revenante qui fait son comeback pour le titre tag team et qui l'emporte. Ah oui, non, il se sent pas creusé, hein. Tu dis Gunther qui doit l'emporter face à Rollins grâce à Breakker, n'est-il pas censé être le catcheur le plus dangereux des vestiaires? Mais comment ça, Crusher Cream? Je croyais que t'avais oublié qu'il avait mis Cena à la retraite et qu'il l'avait fait tap out. Comment ça, t'as de la mémoire? Non mais attends, t'es pas censé avoir de la mémoire. T'es un fan de la WWE actuelle. Ou t'es censé tout oublier et être dans l'instant présent. Quand même, Crusher. Je pense que t'as capté mon ironie, hein. Voilà. Après, Vaquer qui perd en 6 minutes contre Liv à cause de Rokan et Raquel, franchement, ils se sont pas fait suer alors qu'une bonne rivalité est présente. Ah oui, non, on est bien d'accord. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Le pire, c'est le main event, j'ai rien compris. Jelly Roll et McAfee qui monopolisent le match pendant 10 minutes. Avec un Jelly Roll qui, tu noteras, hein, après avoir maravé Pat McAfee qui dit « Allez, Cody et Orton, allez, à vous la place maintenant, hein, c'est vous l'histoire, c'est vous le plus important. » Oui, mais Jelly, ferme-la et ne sois pas impliqué tout court. Genre, je me dis, c'est tellement absurde d'avoir un Jelly Roll qui est à l'écran pour te dire « Non, Cody et Orton, c'est eux qui comptent le plus, hein. » Ah oui, oui. Alors que le gars, tu te dis, rien que le fait qu'il soit là, ça éclipse de Cody Orton. Et ça détourne l'attention de Cody Orton. Je me dis, rien que ta présence contredit tes discours, mon cher Jelly Roll. Vraiment, aucun sens. Bref, tu dis, on a Cody qui catch presque comme un heel, Orton qui trahit McAfee, ce qui le rend face pour qu'au final il perde et défonce Cody à la fin comme un heel. Tu dis que t'as rien compris. Tu t'attendais à pas grand chose et t'es quand même déçu, comme Dewey dans Malcolm. Et oui, non, sur ça, je suis d'accord avec toi, mon cher Crutcher. Il n'y a aucune cohérence dans le finish, clairement. Mais à mon avis, je pense que ce finish-là montre un côté très brouillon, un côté très bâclé. Probablement qu'ils se sont dit, mais mince, comment on fait avec McAfee dans les pattes que TKO nous impose ? Et comment on peut faire quand même quelque chose de marquant, surtout que Triple H, connaissant la bête, il tenait à ce que son Cody Babyface reste au top. Ils se sont dit, bon ben, je veux quand même faire quelque chose de viral qui fera réagir, on n'a qu'à faire le pun kick, ça fera une pop ou ça fera réagir et les gens en parleront. Mais je veux quand même que Cody gagne. Enfin, je me dis, tout ça c'est probablement une quête de la pop et du viral qui éclipse, qui détruit toute cohérence scénaristique, et on se retrouve avec ce qu'on a eu finalement. C'est ridicule. Ah non, je suis d'accord, tout ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, tout était vraiment en place, hein, même comme tu dis, la manière de catcher de Cody qui travaille le corps de Orton blessé comme un heel. Je me dis, tout était en place pour pleinement assumer le heel turn de Cody. Je me dis, alors, est-ce que on considère que sa façon de catcher et le fait qu'il ait gagné, on considère, bon, il a été heel dans cette histoire. Mais d'un autre côté, le faire se prendre un pun kick, on a quand même forcément de la sympathie normalement pour le gars qui subit ça, c'est la victime. Donc tu te dis, ouais, mais donc on le fait catcher comme un heel, mais on lui attire quand même de la sympathie comme un face. Orton agit comme un face en rejetant McAfee que tout le monde déteste, alors que ça, c'est Cody qui aurait dû le faire. Normalement, tu vas attirer de la sympathie pour Cody, tu fais en sorte que ce soit lui qui marave McAfee. Au final, non, donc aucun sens. Tu dis donc Orton,
tu lui donnes le comportement du face avec aussi la blessure qui traîne tout le long, tu te prends de la sympathie pour lui pour qu'au final, il agisse comme un heal à la fin. Je me dis, tout ça n'a aucun sens. Mais ça montre, pour moi, je te le dis, mon cher Creature, ça montre des créatifs qui n'ont pas creusé, n'ont pas posé de questions basiques et se sont pas pris la tête. Ni plus ni moins. En tout cas, je te remercie pour ton commentaire et je déplore tout ça, bien sûr. Hein. Après, on avait le fidèle Medria, que je remercie, qui dit « Ils ont osé faire revenir Paige comme une lutteuse lambda pour qu'elle fasse équipe avec Brie Bella, mais au-delà de la pop facile, on m'explique comment l'anti-diva par excellence peut revenir pour faire équipe avec une de celles qui représente tout ce qui est revendiqué, enfin tout ce qui est détesté dans le kayfabe. Ah bah mon cher Medria, ça connecte avec ce qu'on disait juste avant. Ils ont fait le choix de la pop sans que ce soit cohérent. Et puis surtout, mon cher Medria, je pense qu'ils sont partis du principe que, voilà, on s'en bat les roubibi du passé. La plupart, en plus, ça se trouve, l'ont oublié. En fait, ils prennent tellement, ils insultent tellement l'intelligence et la culture de leurs fans qui partent du principe, ouais, Paige qui clashait les Bella à l'époque en disant qu'elle était pas comme elle, qu'elle était pas une diva. Peu importe aujourd'hui, bah tu sais, j'ai envie de te dire, un exemple qui me vient là, c'est quand l'année dernière, ils ont formé la Vision, alors que quelques mois avant, Bronson Reed massacrait Rollins avec des tsunamis à gogo, hein. Et ça, c'est passé comme une lettre à la poste alors que ça faisait que quelques mois. Donc je me dis, évidemment, la cohérence et la logique dans le kayfabe, ils en ont plus rien à cirer, tant qu'ils peuvent faire des pop faciles et des moments viraux comme là, et ça, c'est tout ce qui les intéresse, hein. Ils sont contents. Et évidemment que c'est stupide, évidemment qu'à partir du moment où t'as de la mémoire et que tu te rappelles de ça, tu te dis que Paige, ça fait aucun sens, qu'elle s'allie au Bella, ça fait aucun sens. À moins, mais encore un truc qu'on n'aura probablement pas, que Paige fasse une promo pour nous dire « Je me suis absenté, et dans mon absence, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que j'étais dans le faux à l'époque, que les Bella sont certes des divas, mais c'est quand même les stars de la division féminine, et c'est auprès d'elle que je veux briller maintenant. » Si elle nous le justifie, à la limite. Mais ça, je te parie que t'auras pas la moindre justification, tout comme, à l'époque de la Vision avec Bronson Reed et compagnie, t'avais pas non plus la moindre justification sur pourquoi un tel, ils se sont mis dans ce clan-là, comment ils ont réussi à quand même le faire malgré leurs différents passés. Tout ça, ils se prennent vraiment pas la tête, hein, mon cher Medria. Enfin bref, on continue avec Corentin qui nous disait, et alors là je partage à 1000%, quand t'apprends qu'ils avaient l'arme Ted DiBiase Junior et qu'ils s'en servent pas, t'as vraiment envie de te tirer une balle. Et attention, mon cher Corentin, restons sages, restons le plus calme possible, mais oui, je comprends, parce que c'est une honte. Ted DiBiase, d'ailleurs... je me dis, t'avais tellement de trucs à faire, il aurait tellement pu... En fait, tout le rôle qu'a occupé McAfee, t'avais qu'à le donner à Ted DiBiase et c'était réglé cette histoire. Vraiment, aucune cohérence. Le fait qu'un des acteurs les plus importants de l'histoire du main event de la nuit 1 de WrestleMania soit présent, et que tu préfères mettre un gars de la NFL qui a rien à faire ici, alors que l'autre est présent sur place et ne demande qu'à être investi, c'est tout un symbole d'une TKO qui ne se soucie pas de l'histoire, de l'âme, de l'humain et des fans, et qui ne jure que par le pognon. C'est tout un symbole. Préférer McAfee à Ted DiBiase Jr., tu peux pas être plus révélateur sur les priorités de TKO. Tu peux pas être plus symbolique. En tout cas, Royal Tricks TV disait « Le décor est complètement identique depuis ces dernières années. Ah oui, non, aucun effort sur les stages. Ça, encore un truc dont les marques sur le web se plaignent jamais parce qu'on leur donne des pop et des spots et tout. Mais je rappelle que fut un temps où à chaque, en l'occurrence pay-per-view, t'avais un stage différent avec tout un décor construit, hein, à une époque. Ça paraît bien loin. Aujourd'hui, comme tu dis, la WWE manque de créativité, les écrans numériques les ont rendus fainéants. Ah oui, d'ailleurs, l'entrée de Orton à WrestleMania 42 le montre bien. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que t'as eu de marquant, enfin de soi-disant marquant. Un serpent, un grand serpent qui numérique, évidemment, hein. À la limite, si seulement c'était un vrai serpent qui se balade un peu sur plusieurs écrans à la fois, c'est le seul truc un peu différent qu'ils ont fait à la limite, hein. Je me dis, c'est pauvrette, et non, je peux que te donner raison, hein, depuis que, en gros, il y a ces écrans numériques et tout ce cirque-là,
bah qu'ils font beaucoup moins d'efforts, aussi bien dans les entrées que dans les stages. Et ça, c'est malheureux parce que encore un truc qui, sous Vince McMahon, était la norme et était génial tout le temps. Vraiment dommage. Enfin bref, Eddie Softon, mon cher Eddie, tu disais qu'on pouvait on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'un échec complet parce que la WWE est fichue depuis un beau moment. Et tu dis qu'ils s'en trouvent encore pour payer des fortunes pour aller voir ça, pour payer des abonnements et subir des pubs. C'est... ouais. D'ailleurs, un détail justement, c'est pour ça aussi notamment que je voulais réagir à ton commentaire, mon cher Eddie. Je sais pas si t'as vu qu'ils sont carrément allés aussi loin pour WrestleMania 42 que de permettre à des fans d'avoir leur nom sur le saint ring, et ça je dis pas ça ironiquement, le ring normalement, comme dirait l'incroyable Gunther, normalement le ring c'est sacré, pas de pub, rien. Là on est carrément allé à un point que non seulement t'as des pubs dessus, mais en plus, contre une fortune évidemment, tu permets aux fans d'avoir leur nom sur le ring. Mais où est-ce qu'on va, jusqu'où va-t-on pour se faire de l'argent? Je me dis, mais c'est hallucinant. Et pareil, alors ça me tue tellement c'était absurde avec le recul, mais il y a eu un match où t'avais un type qui était au fauteuil de commentateur avec Cole et Barrett, et le type, a priori, de ce que j'ai pu lire, il avait obtenu, enfin en gros, on avait offert la possibilité à des très riches, contre une fortune évidemment, d'être en commentateur pour un match de WrestleMania. Bon, évidemment, il a rien dit, on l'a pas entendu, mais ça reste quand même absurde. Je me dis, on en vient même à un point où, en gros, contre des fortunes toujours, on offre toujours plus de, on va dire, de participation aux pigeons, au show, contre de l'argent. Et je me dis, croyez-moi, si ça continue, TKO offrira probablement à des fans, contre une fortune évidemment, de décider de vous avez décidé de telle prise dans le ring, allez, lui il a payé 50 000 $, il a décidé de telle prise, voire même de tel finish, il va l'avoir. Et on n'en est pas si loin, vous savez, sous TKO, tout ça est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux, je me dis, t'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de prostituer tout de A à Z. En gros, tu peux tout acheter à la WWE, si t'es un gogo prêt à claquer tout ton argent, genre si, en gros ils partent du principe, on a des pigeons qui veulent tellement vivre tout comme s'ils faisaient partie de la WWE, qu'on va tout mettre en vente, y compris un nom sur le ring, pas de problème, et on imagine que bien plus ne saura tarder. Genre ils sont tellement dans cette logique que, vous êtes des pigeons prêts à tout pour vous faire avoir l'impression, en tout cas l'illusion, que vous faites partie de la WWE, que vous êtes un peu en immersion, qu'on va vous saigner à mort pour ça. Et je me dis, mais c'est malheureux comme fonctionnement. Je me dis que des gens, même je me dis, y a rien qui va, si tu regardes bien mon cher Eddie, parce que le niveau de misère humaine que ça reflète aussi, je me dis, c'est malheureux. En gros, que des gens, juste pour se sentir comme faisant partie de la WWE, comme faisant partie du show, soient prêts à claquer des dizaines de milliers de $. Mais je me dis, mais c'est que t'as un niveau de misère humaine et que t'as rien dans ta vie, quoi. Je me dis, c'est vraiment ça ton bonheur ultime pour lequel t'es prêt à te ruiner dans lequel t'es prêt à passer tout ton argent, c'est qu'on est à un niveau de misère humaine et de marks et de fans hardcore, mais à un point maladif. D'ailleurs, le fameux type avec le t-shirt vert qui est toujours en ringside, peut-être le plus grand symbole de ça, Même si, je me dis, ça restera un mystère comment ce type a autant d'argent à claquer. Je me dis, ça restera un mystère. Et d'ailleurs, un autre truc que je veux souligner, qui est scandaleux, et puisqu'on parle de tout cet aspect financier, mais tellement dégueulasse humainement de TKO, et globalement d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est vraiment commun, en tout cas à certaines villes américaines. En gros, vous savez, alors petite devinette mon cher Eddie, à ton avis, combien ça coûtait de prendre un café à Las Vegas pendant le week-end de WrestleMania, et probablement d'ailleurs toute une grande partie de l'année aussi. J'ai pu apprendre que, alors peut-être certains endroits, peut-être 1 ou 2 $ de moins, mais que rien qu'un simple café, il y en avait qu'on payait dans les 9 $ pour un café, et qui se plaignaient, en gros, que pour manger normalement le temps du week-end à WrestleMania, là,
que certains burgers, par exemple, genre des trucs basiques comme un pauvre cheeseburger tout simple, coûtaient jusqu'à $20. D'ailleurs, sache aussi que la WWE, alors enfin bon ça, j'ai l'impression que c'était plus l'Allegiant Stadium de Las Vegas qui proposait ça. En gros, tu pouvais avoir un repas en famille dans le stade avec des sortes de steak tomahawk que ça s'appelle, qui revenait en tout à peu près quelque chose comme... alors que c'est des trucs quand même très simples, hein. Genre en tout t'en avais pour plusieurs centaines de dollars si t'y allais à 3 ou 4 par exemple. Et je me dis, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement une manière dont on pompe le fric, quoi. On n'en a rien à cirer que les gens se ruinent ou que les gens doivent payer une fortune pour ça. Rien à cirer. Les gens viennent et on va les saigner à mort. Et je me dis, c'est même pas que Tikeo, j'ai l'impression. J'ai l'impression que même une ville comme Las Vegas, par exemple, ils se disent, ouais, on est tellement une attraction touristique et les gens sont tellement des gogos parce qu'ils sont tellement ensorcelés en quelque sorte par l'image Las Vegas. On est à Las Vegas, c'est génial, on passe un bon week-end, on est même à WrestleMania, nanani, qu'ils accepteront de tout claquer pour ça. Je me dis, c'est malheureux, je vomis ce système et sur ce point-là, je vomis l'Amérique sur ça. Je me dis, c'est dégueulasse comme système, c'est nul. Après, c'est vrai qu'on pourrait aussi me dire, et probablement vous auriez raison, c'est le propre de toutes les destinations touristiques très prisées, de faire tout très cher, parce qu'ils savent qu'ils sont très prisés, et que les gens viennent quoi qu'il arrive, parce que c'est hyper attractif, et donc ils en profitent d'être en position de force, pour imposer les tarifs qu'ils veulent et se faire un max de pognon. Et je me dis, c'est quand même malheureux. Enfin bon, là, je suis un Johnny philosophe, je me dis, l'état de ce monde, même sur ce point aussi simple que des gens qui veulent voyager et que tout ce qui les intéresse, c'est, ouais, on veut soutirer le max de fric à tous, ça me dégoûte. Personnellement, ça me dégoûte. Et je tenais à faire passer ce coup de gueule avant d'enchaîner avec encore des commentaires très piquants qui s'en viennent. Je vous interromps parce que je ne voulais pas qu'il y ait la moindre confusion. Vous pouvez manger les encas que vous voulez, mais personne n'est meilleur que Jerky Stock. Ils sont en tête de la table. La meilleure viande séchée, celle qui vous fait tataner et gagner. Et si vous voulez une réduction, utilisez le code Johnny15. Notamment celui de Jérémy qui disait « Je suis désolé, mais en 2026, c'est honteux que dans un grand show comme ça, avec des femmes aussi talentueuses, tu fais des matchs de moins de 10 minutes. » Et je suis d'accord, et surtout, Jérémy, pour pas être redondant sur ce que j'ai déjà dit, j'aimerais quand même attirer ton regard vers un gros problème. C'est qu'on parle d'une compagnie qui, il y a quelques années, nous vendait de la poudre de perlimpinpin en nous disant « Oui, la grande révolution féminine, c'est fabuleux, oh, c'est le progrès, qu'est-ce qu'on est en avance, qu'est-ce qu'on est bon pour la société, oh là là, c'est fabuleux, les femmes ont leur chance, regardez, on les traite comme les hommes, on les met en main event de WrestleMania, patati patata, on nous endort un peu avec cette grande com, mais la réalité c'est quoi? C'est que une fois que toute cette vague pour l'image et pour la réputation est passée, quand il s'agit de faire des sacrifices, rien à cirer, femmes, rien à cirer, on vous traite comme des chiennes, hein. Enfin, je suis un peu vulgaire, pardonnez-moi, mais c'est plus dans le sens où, ouais, comme des moins que rien, et basta, terminé, on en a rien à cirer de la révolution féminine. Je me dis, oui, en gros, ça montre bien que tout ça, c'était de l'hypocrisie, tout ça, c'était des trucs corporate pour l'image, pour être dans l'air du temps, pour les actionnaires aussi, pour que les gens veuillent bien investir en bourse, etc., etc., et que, dans le fond, ils en pensent pas un mot. C'est la réalité, c'est clairement visible dans les faits, et je me dis, c'est honteux par rapport à des femmes qui étaient effectivement très talentueuses et qui auraient mérité beaucoup plus, on est bien d'accord. En tout cas, mon cher Certified J, un fidèle que je remercie, qui disait que tout ça restait extrêmement mauvais pour un WrestleMania, et que notre phare dans la nuit, entre parenthèses Roman Reigns, va donner du prestige au titre. Et c'est tout ce que je souhaite, mon cher Certified J. Et j'ai bon espoir, je te cache pas, que là, et surtout pour moi, le truc déterminant, c'est il faut qu'il soit présent en full time. S'il est présent en full time, Roman, et qu'il est investi, d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que Roman Reigns, alors là, parce que vous savez, il nous a dit en gros qu'il a laissé un peu la chance à d'autres, notamment Cody, depuis 2024, et qu'ils n'ont pas réussi à se mettre over, et qu'il revient sauver la compagnie, en gros, il nous a dit ça. Mais une question que j'ai, moi, par rapport à Roman Reigns, c'est est-ce que il a quand même
voulu s'éloigner du catch et de la WWE pour tenter sa chance à Hollywood, mais que pour X raisons, qui sait? Ah, ça, bon, c'est pas le sujet de cette émission, hein, mais on peut spéculer sur les raisons. Est-ce que il se serait dit, ouais non, en fait, Hollywood, j'ai pas trop envie, ça me plaît pas trop, c'est pas trop ce que j'imaginais, je vais retourner à la WWE à plein temps. Et je croise les doigts pour que ce soit ça. Ça, ce serait fabuleux. Que Roman ait été écœuré d'Hollywood, hein, ni plus ni moins, et se soit dit, bon bah non, en fait, c'était une mauvaise idée, je veux surtout pas y faire carrière, je vais revenir ici à plein temps, et ça, ce serait formidable. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, mon cher Certified J. Et ensuite, on avait notre cher Uro Bono, qui disait qu'il avait envie de voir CM Punk en tant que leader d'un clan, en opposition à la Vision. Mais sur ça, Uro Bono, pardon. Mais je suis pas totalement d'accord, et je vais te dire pourquoi. Parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de clans à la WWE, et qu'à chaque fois c'est pareil. À chaque fois c'est clans qui éclipsent en gros les histoires individuelles que chaque catcheur pourrait raconter, sous prétexte qu'on fout ça en gros dans un clan facile et fainéant, où tôt ou tard ils finissent par se clasher entre eux, alliance, hésitation, tiraillement, trahison. C'est tout le temps le même schéma, tout le temps. Je me dis, ça sert à rien, ça raconte rien, c'est toujours pareil. Par contre, là où je te soutiens, mon cher Uro Bono, quand même, malgré tout, c'est que je me dis, Punk a besoin d'être rafraîchi créativement, parce que pour moi, surtout là, avec quand même le main event de WrestleMania, qui était le but ultime pour lui, pour moi, il est arrivé au bout de quelque chose, et il a besoin d'être renouvelé. Et voire même de s'arrêter tout court, hein, sinon, s'il n'arrive pas à se renouveler. Et je me dis, Punk en heel, leader d'un clan, pourquoi pas? À la limite, mais en heel par contre. Parce que pour moi, en face, tout a été raconté et le but a été atteint. Pour moi, CM Punk, s'il continue exactement pareil, ça va être saoulant au bout d'un moment. Et je me dis, Punk en heel, pourquoi pas? Et d'ailleurs, quand est-ce qu'il a été le meilleur en tant que leader heel d'un clan? La Straight Edge Society, bien sûr. Est-ce qu'il pourrait redevenir le prophète Straight Edge? Uro Bono, je te dis, ce serait déjà en tout cas différent de tout ce qu'on a eu ces dernières années. En tout cas, mon fidèle Ryan, que je salue et que je remercie pour sa présence encore et toujours, qui disait qui regardait pas la WWE ces derniers temps, mais qui l'a découvert au Bafemi avec le Rumble et il t'impressionnait. Je te comprends, Ryan. D'ailleurs, n'est-il pas un peu un big man dans la lignée de Test que t'adores? Au Bafemi, en tout cas, on peut pas lui enlever qu'il est dans le larger than life comme les meilleurs du bon vieux temps, hein, mon cher Ryan, c'est vrai, hein. Et je comprends que tu sois impressionné. En tout cas, on enchaîne avec Serge Mananga, qui disait que le main event, donc Punk Roman, était exactement ce qu'il devait être, un top match, que Oba est le futur champion, qu'il a tout pour le main event, et Brock l'a bien compris. Et tu parles justement de la bonne décision de Brock de prendre sa retraite dans un show comme WrestleMania, c'est le moment parfait, et sur ça je te dis Serge, oh oui, et j'espère, parce que j'ai quand même pu lire certains trucs qui m'encouragent plutôt au pessimisme, je te cache pas, que là, a priori, TKO, enfin WWE et Triple H, tout ça, étaient pas trop au courant hein, de ce que Brock prévoyait de faire. Il les a un peu pris au dépourvu et les a mis devant le fait accompli en prenant sa retraite comme ça devant le monde entier. Ce qui fait que maintenant, ça aurait l'air un peu ridicule s'il revenait sur sa parole et surtout sur cette scène, quoi. Et alors que c'est pas trop ce que prévoyaient les autres. On sait bien que depuis des mois, hein, on s'en doute que le projet c'est beaucoup plus SummerSlam, Minneapolis, Gunther, la grande clim, comme d'habitude, hein, avec Cena, avec Goldberg, avec AJ Styles. Mais bon, je prie dans cette situation que Brock aura le dernier mot et qu'ils trouveront pas une manière peut-être contractuelle ou financière de l'obliger à quand même avoir ce match contre Gunther. Pour moi, il n'y a pas besoin, ça sert à rien, et puis surtout si c'est pour terminer sur une clim toute pourrie, alors que là, t'avais quand même un moment émouvant, et puis surtout je me dis, oui, Brock, tout comme Cena d'ailleurs, ce qui était une erreur, sa retraite doit avoir lieu à WrestleMania, plutôt qu'à un autre show. Tout comme Cena, ça aurait dû aussi avoir lieu à WrestleMania plutôt. C'est vrai, je me dis, c'est des gros noms comme ça, ils méritent le podium le plus important pour un moment aussi marquant. Et Brock l'a compris, et l'a fait, et il a tout fait parfaitement pour moi. Il a mis en avant de ouf Oba, il a construit une vraie nouvelle star
sur le chemin du départ, et il est parti dans le respect et l'émotion des gens, et surtout parce qu'aussi les gens s'y attendaient pas, et je me dis, c'est très bien comme ça, ne crachez pas sur ça s'il vous plaît, non, pas de slipper de Gunther à la fin, pour rester sur cette dernière image, dire Brock est parti en faisant briller de ouf un Obafemi qui le mérite. Je me dis, c'est certainement pas pour qu'il parte en étant endormi par un Gunther dont ils feront rien et qui mérite pas cette mise en avant selon moi. Parce que Brock, je me dis Brock c'est pas n'importe qui. Et vu comment ils se servent de Gunther depuis des mois, plutôt mourir que de voir un Brock Gunther maintenant. C'est vrai, donc j'espère vraiment que ça restera bel et bien sa retraite. En tout cas, on enchaîne avec Didi, qui disait, DIDI, je précise, pas d'autres orthographes, vous m'avez compris, qui disait, comme je le pensais, la nuit 2 a réussi la mission quasiment impossible de sauver les meubles bousillés par la nuit 1, mais Tony Khan jubile quand même. Maintenant, pour ce dernier, il faudra bien assurer All-In pour que ce soit largement meilleur que WrestleMania ou même Wrestle Kingdom, mais je vais aller plus loin, mon cher Didi. Pour moi, tu sais ce que j'aimerais que Tony Khan fasse? Et il y a une opportunité, mais il faut avoir les cojones de le faire. Pas sûr. Et c'est quand même un risque financièrement. Mais si j'étais lui, pour encore plus d'ailleurs envoyer un message frontal à la WWE, tête contre tête, on vient pour vous conquérir, Tony Khan devrait mettre un de ses shows les plus importants en face à face, vraiment au même moment. Par exemple, que le prochain WrestleMania en Arabie Saoudite, ou alors le prochain SummerSlam. Je me dis, le fait que les tarifs soient aussi élevés pour les places à la WWE, ça met plein de gens sur le côté. N'est-ce pas le moment idéal, quand il y a par exemple, là WrestleMania ça aurait été le moment idéal par exemple, si t'as un show de la WWE qui est important, mais dont les places se vendent mal à cause des tickets et les tarifs, qu'en parallèle, t'en profites pour offrir une alternative le même soir, et voire même dans la même ville, tant qu'à faire. Je me dis, les fans se diraient, surtout si les tickets sont beaucoup moins chers, ils se diraient, ah bah là, quitte à choisir, je vais plutôt aller à la AEW, et en plus c'est moins cher, et ils auraient envie d'y aller. Je me dis, placez-vous, nom d'un chien, en face de, par exemple, la WrestleMania 43, en plus en Arabie Saoudite, les fans américains se diraient, ah bah je préfère rester en Amérique déjà, et en plus c'est moins cher. Je me dis, là, ils auraient tout à gagner, et ce serait une excellente façon de nuire aux rivales de la WWE, et de saboter aussi leur WrestleMania, et de faire briller la AEW, même si bon, c'est quand même loin 2027, faudrait mieux le faire avant. Sinon, on avait notre cher Jardel qui disait que toi tu ferais dès SummerSlam Roman contre Obafemi, et un Roman Gunther pour faire patienter. Je te cache pas, Jardel, que ça m'enflamme pas trop. Ben pour moi, en fait, Roman et Gunther n'ont pas d'alchimie. Je me dis, pour moi, ils vont pas vraiment bien ensemble, et je sais pas, y a rien qui m'excite vraiment dans cette histoire. Je me dis, je préfère largement un Roman dans des registres plus humains et plus personnels, comme dans de la intra-bloodline, on va dire. Même si, attention à ne pas trop se répéter. Plutôt que Gunther, je me dis, je sais pas, après peut-être que mon bec sera cloué, et qu'ils sont capables d'en faire une vraie histoire. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a à raconter à part, comme la WWE moderne aime bien le faire, un truc purement sportif et compétitif. Je me dis, ouais, en tout cas, moi, cette affiche ne m'emballerait pas, Roman Gunther. Je me dis, non, mettez de la bloodline en attendant Obafemi. Surtout que, n'oublie pas d'ailleurs, Jardel, que raconter des trucs entre Roman et de la bloodline dès maintenant, et faire ça pendant tout le reste de 2026, avec peut-être des parenthèses Obafemi, c'est la meilleure façon de remettre la bloodline sur le devant de la scène, créativement parlant, et re-rendre ça intéressant en vue de WrestleMania 43 et de The Rock. Et qui est le vrai Tribal Chief? Je me dis, c'est la meilleure façon de remettre cette histoire au premier plan et de la re-rendre intéressante, de mettre la bloodline maintenant. En tout cas, Nico Langlois préférait Oba Breaker Reigns, un triple threat à SummerSlam, incroyable ça, quelle belle affiche Nico, quelle belle affiche. Alors là je suis pour, surtout que c'est la meilleure façon, si on veut que Roman garde encore un peu le titre après, de les protéger d'une manière ou d'une autre, ou alors de protéger Roman avec Oba et Breaker, l'un des deux qui subit le pin. Mais bon, tout ça c'est quand même se projeter loin. Ce qui est certain c'est qu'un triple threat ce serait épique, oui. En attendant un Obafemi Breaker et les matchs en 1 contre 1, ce serait pas mal du tout, oui. Ensuite on avait mon cher Tigre Furieux, qui disait que que la nuit 2 était bien meilleure.
Et que c'était émouvant de voir Lesnar faire ses adieux, plus émouvant que la fin de carrière de Cena, je suis bien d'accord. Et pourtant tu dis que le dernier run, et je suis bien d'accord, de Lesnar était pas ouf, bah pour moi il est arrivé un peu de nulle part, sans vraie justification, hein. Je rappelle qu'il a maravé Cena, on n'a jamais compris pourquoi ni comment, et derrière il était un peu lié à Paul Heyman, la vision, etc. Ok. Braun Breaker, tu disais que Williams, Breaker et Obafemi c'est les futurs main eventers, que Joe Hendry peut-être aussi, oui peut-être, mais quand même un petit peu moins crédible quand même, non, Tigre Furieux, par rapport aux trois autres. Sinon, le retour de l'ancien Team Song de Roman, oh oui, fabuleux, et oui non, tu disais aussi que Cody Rhodes allait se faire huer comme jamais, oui non mais là, de toute façon, comme tu dis, s'il trafique pas, et qu'il laisse vraiment les réactions authentiques, et qu'il continue dans ce registre de faux, t'as compris, politicien et tout, qui veut se faire aimer à tout prix, et qui dit qu'on est sa famille alors qu'il nous saigne en parallèle, non, il va pas continuer bien longtemps à être apprécié, ce Cody Rhodes, hein. Sinon, Solo Sikoa, ça me tue, tu les appelais les MDR, incroyable. Après, tu disais que t'aimais beaucoup Rhea Ripley de base, mais que là, trop de tatouages tue le tatouage, elle ressemble plus à une femme gothique, mais à un sac mortuaire. Bien dit, mon cher Tigre, bien dit. Non, je suis d'accord, hein, quand bien même, moi, je me suis jamais caché du fait que c'est pas du tout mon délire. Mais encore là, c'est pire que jamais, là. Vraiment pire. À la limite, à certaines périodes, quand elle en avait moins, qu'elle était aussi plus massive, plus en forme, on va dire. Mais bon, ça j'ai appris, elle a des troubles, et sur ça, on peut que lui donner notre soutien et avoir de l'empathie. Mais je me dis, c'est sûr que, à la limite, elle était beaucoup plus badass et impressionnante il y a quelques années en arrière. Là, ça va plus, quoi. Bref. Cena Corporate qui ne sert à rien, c'est comme si TKO l'avait transformé en Playmobil. Oui, mais c'est pour ça que pour moi, il faut, quitte à avoir Cena en rôle comme ça Corporate, l'intégrer à TKO et lui donner un peu un rôle de heel, quoi. Pareil, hein, de politicien, parce que lui aussi, il l'est d'une certaine manière. Hein. Sinon, tu dis, et ça je suis malheureux de le constater avec toi, que pour The Rock, le catch est devenu secondaire. Oui, non mais là, tu sais, mon Tigre Furieux, puisqu'on en parle, là, c'est dingue parce que sur son Insta, The Rock, pendant tout le week-end de WrestleMania, alors qu'on aurait pu croire qu'il allait pas du tout publier, pas du tout apparaître et pas être présent à l'esprit, le gars a été hyper actif sur Instagram. Non pas pour promouvoir l'événement de la compagnie où il est quand même au conseil d'administration et pour lequel il touche un salaire mirobolant, mais pour promouvoir purement son cinéma. Je me dis, c'est dingue comme message que ça envoie, que le truc que t'es censé promouvoir, mais à tel moment plus que jamais, qu'il en parle pas une seule fois, et qui parle de tout sauf ça, quoi. Je me dis, c'est dingue comme il veut vraiment faire comprendre que la WWE sous Triple H, oh non. Sinon, Arnold disait, pourquoi pas Gunther pour la transition et Obafemi ou Braun à SummerSlam pour Roman, mais connaissant Triple H, il garde toujours un Rollins-Roman dans un coin de sa tête. Alors sur ça, Arnold, je te dis, moi, j'accepte uniquement cette affiche si c'est vraiment la dernière, que Roman veut vaincre la bête noire une bonne fois pour toutes, et que c'est en aucun cas ressemblant à la moindre affiche qu'on a déjà eu dans le passé, et que c'est vraiment genre stipulation spéciale, voire même Iron Man match ou quoi. Là oui. Mais par contre, attention, si c'est pour refaire tel quel, non merci. Hein. D'ailleurs, heureusement, hein, je sais pas comment certains pouvaient être réjouis par ce projet-là, heureusement qu'on n'a pas eu Rollins-Roman pour WrestleMania 42, hein, parce qu'à une époque c'était le projet, et je me dis mais ça aurait été tellement redondant et ça aurait été horrible, vraiment, vu en plus ce qu'on a eu en fin de compte, heureusement. Sinon, on avait Barak Lewis, hein, qui me demandait, tu penses pas qu'avec la densité du roster, il faut ajouter d'autres ceintures masculines? Barak, non mais oh, avec tout le respect, le roster, la quantité ne fait pas la qualité, hein, déjà. Pour moi, c'est pas une question de densité du roster masculin, c'est une question qu'il y a tellement peu de gars, de vrais stars, de gars qui sont over, hein, pour te résumer, que non, t'as certainement pas le luxe de créer 10 000 ceintures, et au contraire, je trouve qu'il y en a même trop, hein. Pour moi, il y a déjà trop de ceintures. Pour moi, déjà, les ceintures, c'est jamais une bonne solution ok, quand t'as trop de stars, justement, là, non seulement le brand split est là pour ça, hein, avoir un roster pour Raw et un pour SmackDown, et avoir leur propre ceinture dans chaque show, et ça c'est très bien. Si t'as vraiment suffisamment de méga stars pour le faire,
Mais là, c'est certainement pas le cas, hein. Soyons lucides, mon cher Barack, hein. C'est certainement pas le cas. Le roster, il est faible. Et alors, le potentiel, il est présent, hein. C'est juste qu'ils sont tellement bidons que c'est eux qui l'ont rendu faible. Et je me dis, vu l'état dans lequel il est maintenant, non. Il faut encore moins de ceintures. Et il faudrait limite concentrer les ceintures. Enfin, il faudrait... Pour moi, c'est simple, il faudrait aussi virer pas mal de monde. Alors, je dis ça de manière assez inhumaine, je l'avoue. Mais pour moi, je me dis, ce roster, la solution, vu qu'il est si dense, c'est pas de rajouter des ceintures, c'est de se débarrasser des poids morts qui servent à rien et dont ils ont rien fichu. Et concentrer les shows et les divisions et les storylines autour des noms les plus importants et les plus intéressants. Alors, en principe, ils devraient aussi se débrouiller pour rendre tout le monde intéressant, mais ils en sont pas capables. C'est vrai, le temps nous l'a montré. En tout cas, une petite digression marrante avec notre cher Steve, qui disait que la rédemption de Dan Scott dans les frères Scott était le meilleur arc de rédemption de toute série. Et je suis d'accord avec toi, Steve, et j'espère que le documentaire sur les coulisses des frères Scott sur Culture Studio, mon autre chaîne, t'a plu, et je suis totalement d'accord avec toi. Cette rédemption était incroyable, et il est un des meilleurs heals de l'histoire de la télé, ce Dan Scott. Sinon, on avait Smartol, mon cher Smartol, le génial Smartol, qui disait que... Alors lui, Smartol, je te comprends, un Roman Rollins, tu l'as... Enfin, il te fait pas envie, tu l'as trop eu, et je te comprends, on l'a trop eu. Pour moi, la seule façon de le faire, ce serait de le rendre différent de tout ce qu'on a eu dans le passé. Mais comme ça implique de l'effort et de la créativité, et qu'ils en sont pas capables, je milite aussi, en fin de compte, pour ce que tu veux toi, à savoir Roman Rollins, Ambrose, en gros le triple threat avec les anciens du Shield, en mode Battleground 2016, 10 ans plus tard, qui sait. Ce serait quand même tout un symbole, hein. Mais bon, ça implique que Moxley vienne à la WWE par contre. Mais bon, évidemment, ce serait une belle affiche, je suis bien d'accord. Et surtout en la faisant, on va dire, dans l'ambition et le cadre qu'elle mérite, et non pas dans un simple Battleground, quoi. Sinon, on avait Elaya Tapasu qui disait que Oba a vraiment mis le feu, mais que, en connaissant la WWE et Triple H, ils vont encore nous pondre des nullités sans queue ni tête. Ils nous mettent dans une euphorie temporaire. Ah oui, non, ça, je suis bien d'accord. Hein. En ce moment, il y a une euphorie temporaire avec Oba, pour ensuite nous refroidir avec leur programme poubelle. Encore faut-il qu'il y ait des programmes, mon cher Elaya Tapasu, hein, parce que si c'est pour faire du remplissage et que des matchs pendant des mois avec Oba, et que ça mène à rien de créatif, rien d'approfondi et rien de développé dans son personnage, je me dis, ah non, c'est sûr que ça incite à vite sortir de cette euphorie, quoi. Tu dis que c'est des pauvres incompétents qui vont causer la ruine de cette compagnie, et malheureusement, à l'instant T, je pourrais pas te donner tort. Hein. Sinon, on avait M. Mendy qui disait que il faut prendre le temps pour Roman Oba. Pourquoi pas le faire à SummerSlam ou à Armageddon en décembre? Je te rappelle qu'à l'instant T, il n'existe plus, hein. Même si je serais le plus heureux qu'il le ramène, hein, comme tu dis. Et après... Oui, après toute la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux battre le fer tant qu'il est encore brûlant ou attendre avec Oba Femi et se débrouiller pour quand même le garder intéressant tout le long. D'ailleurs, tu prends l'exemple du run de Brock Lesnar en 2002, mais tu sais, Brock, à l'époque, juste après avoir débuté, donc c'était juste après WrestleMania, à l'époque, qui était le 19, non pardon, le 18, je me rappelle que Brock a d'abord une sorte de petite feud contre les frères Hardy qui marave complètement pendant plusieurs semaines. Et tout ça mène au tournoi King of the Ring, qui est à ce moment-là donc la grosse mise en avant où il détruit tout le monde et où il obtient le title shot pour SummerSlam. Après, on le crédibilise encore plus en le faisant dégommer Hulk Hogan et Ric Flair pour ensuite gagner contre The Rock à SummerSlam. Je me dis, un parcours similaire pour Oba, ça donnerait en gros là une feud où il est ultra dominant jusqu'en juin à peu près, s'il y a le tournoi King of the Ring à ce moment-là à lui faire gagner, et après avoir le title shot contre Roman Reigns. Ce qui serait vraiment... En plus, quand tu sais que Roman et The Rock sont cousins, tu te dis ce serait vraiment exactement quasiment comme Brock 2002, mais avec Oba 2026. Et ça aurait du sens, hein, pour moi de faire ça, c'est vrai. Hein. Et tu disais aussi que Roman Jacobs, ça peut être pas mal, ça donne de la nouveauté. Je suis d'accord, c'est vrai que j'entends pas mal de personnes se plaindre que c'est encore et toujours la Bloodline, mais, vous savez... Il y a moyen de raconter ça de manière totalement différente du passé. Hein. Ensuite, on avait Shuinyo qui disait que Roman se présente comme un champion de transition, que son règne va pas être mémorable, là, tu sais. N'enterre pas dès maintenant le règne de Roman, mon cher Shuinyo, parce que ça se trouve, en étant full-timer à nouveau et investi à fond, et avec l'envie de faire briller Jacob,
et de captiver à nouveau les fans avec des bonnes histoires comme ils l'ont déjà fait avec la Bloodline, il va peut-être rendre ce règne très mémorable, qui sait. Et il va permettre aussi, comme tu dis, à beaucoup de catcheurs de se lancer. Je suis bien d'accord, et c'est tout ce que je souhaite. Pour moi, Roman, c'est le gars idéal pour faire briller Oba Femi, Bron Breakker et Jacob Fatu, tous les trois d'un coup, en quelques mois. Hein. Et sinon, j'étais très content que mon cher Eddie Softon relève quelque chose dont personne ne parle. Et c'est honteux. Et j'en avais parlé il y a à peu près 1 an. Et d'ailleurs, je sais pas si tu les avais vus, Eddie Softon, mes émissions sur mes enquêtes sur les mystères de l'univers de Bray Wyatt, qui étaient passionnants, les mystères. Vraiment passionnants. Et croyez-moi, tout ça est bien plus complexe et sombre et réel que ce qu'on pourrait croire, croyez-moi. Allez les voir d'ailleurs, hein, je vous invite à le faire. C'est vraiment hyper intéressant. Et c'est, comme tu dis, j'aimerais que la WWE utilise mieux Uncle Howdy, qu'il endosse l'héritage de son frère, et même quelque part aussi de l'Undertaker. C'est une honte que Uncle Howdy soit à ce point-là négligé. Et je suis totalement d'accord, c'est une honte. Et j'ai encore bien en tête pourtant les beaux discours qu'on entendait quand la Wyatt Family était... Enfin, la nouvelle version était... les Wyatt Six étaient reformés, et que t'avais Uncle Howdy, etc. Je me rappelle qu'on nous disait, on va prolonger l'histoire de Bray Wyatt, ça va être fabuleux, ah nanani, ah nanana. Au final, qu'est-ce qu'on a eu? Zéro histoire, zéro effort, et uniquement du catch tag team de low card qui sert à rien pendant des mois, et Uncle Howdy et tout sa clique qui ne sont même pas à WrestleMania, quoi. Donc je me dis, c'est une honte, c'est du foutage de gueule, et pourtant je milite depuis longtemps pour que Uncle Howdy soit ce personnage qui approfondisse ses rivaux en les hantant avec leur passé, comme le faisait le film d'ailleurs, mais peut-être de manière un peu plus différente, quelques petites nuances différentes. Par exemple, pour approfondir et donner un développement à un Cody Rhodes, ce serait excellent. Je me dis, c'est encore une fois une opportunité créative qui est évidente, mais qui demande un minimum de soin, et ça, c'est trop demandé à Triple H et ses sbires. Donc ça m'écœure au plus haut point. Et sinon, donc je vais bientôt conclure avec Majid, qui me demandait ce que je pensais de l'apparition de Breakker dans le Raw après WrestleMania, dont tu avais été grand fan. Bah, je suis d'accord avec toi, hein, tu sais, moi je suis aussi le plus grand défenseur de Breakker maintenant. Avec Oba Femi, comme tu le dis, pour moi, c'est les deux meilleurs. La nouvelle génération, l'avenir, c'est eux. Et tu milites pour un triple threat, Breakker, Oba et Roman à SummerSlam, pour qu'ils en sortent pas perdants. Et oui, pourquoi pas. Ouais, non, pour moi, ce serait très bien. Hein. Ce serait très bien, et je milite pour ça. Et ouais, non, franchement, je peux que être d'accord avec toi, Majid. Hein, pour moi, il faut pas attendre trop avec Breakker, tout comme avec Oba Femi, et y aller, quoi. Y aller, une fois que, idéalement, Breakker pourrait d'abord avoir vaincu une bonne fois pour toutes Rollins, pour revenir ensuite dans la chasse du titre poids lourd de Roman. Et d'ailleurs, c'est dingue de se dire que l'année dernière, le plan de base de SummerSlam était Roman Breakker. Quel dommage de ne pas l'avoir fait. Parce que ça aurait pu être très bien pour Breakker à ce moment-là. Dommage. Mais le fait est que oui, non, pour moi, Breakker, il faut y aller. Et il brille de mille feux. Et encore, pour moi, il a encore tout un potentiel à exploiter plus si on se servait encore mieux de lui. Et non, il n'y a aucun doute, d'ailleurs, le catch coule dans son sang, hein, ne l'oublions pas qu'il est de la famille Steiner. Donc, clairement, tout comme Roman et la dynastie des Anoa'i et d'autres, il a le catch dans le sang, quoi. Enfin bref, je conclurai en disant, avec comment je m'appelle, What's My Name, qui me disait que j'étais naïf, parce que toi, t'as appris à ne plus être optimiste avec Cody Randy, et que Jacob Fatu, c'était pas très intriguant pour toi. À ce moment-là, tu trouves qu'on est reparti dans des histoires de la Bloodline. Et toi, t'aurais préféré marquer les esprits avec un Roman Oba Femi dès l'Euro après WrestleMania. En faisant créer la surprise et en mettant Oba champion du monde poids lourd. Oui, sur ça, c'est sûr que ça aurait été marquant, What's My Name, ça c'est certain. Mais bon, après, je pense quand même qu'il vaut mieux le faire et en faire un événement dans un show digne de ce nom. En tout cas, merci What's My Name pour ton commentaire et merci à vous tous pour votre contribution. Vous faites vivre la chaîne et c'est fabuleux de réagir à vos commentaires. Je me régale et j'espère que vous êtes régalés vous aussi. Merci à vous tous et espérons
qu'on soit à l'aube de plusieurs mois, au moins par rapport à Breaker, Obafemi, Roman et d'autres, intéressants à la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.